Mais qu'est-ce qui fait que nous avons beaucoup de mal à développer nos entreprises et à se poser des problèmes sur pas notre incapacité, puisque nous avons des capacités, mais que nous ne croyons pas que des choses que font nos voisins dans les mêmes conditions ne sont pas possibles pour nous. Merci de cette invitation. On peut effectivement discuter de ce sujet en entamant la longue liste des complaintes et des malheurs et des handicaps dont nous souffrons. On l'a fait à multiples reprises ces dernières années, il y a plein de rapports, tout le monde s'est lamenté pendant les États généraux de l'industrie. Je pense que l'approche que vous proposez, qui est celle de partir d'une injonction, en quelque sorte d'une vision qui est produire en France, me paraît plus constructive. Et donc je vais vous proposer, sur cette formule, produire en France, un regard d'économiste empirique, puisque je passe beaucoup de temps dans les entreprises et j'essaie de comprendre le fonctionnement de la concurrence, des marchés, des acteurs. Quel point me semble important? Premier point, quand on dit produire en France, évidemment on sous-entend d'en produire bien au-delà de la simple vision industrielle classique, c'est-à-dire que cela inclut les services qui sont associés à l'industrie. La logistique est indissociable de la production, même si c'est classé dans des cases différentes de l'INSEE. Il faut ensuite, dans cette idée de production, tenir compte des différentes tâches qui sont associées, des métiers, des activités, qui ont eu tendance ces dernières années à être fractionnées, mais qui relèvent d'une logique économique commune. Il y a de la conception, il y a de la recherche-développement, il y a de la production à proprement parler, il y a de la logistique, il y a de la commercialisation, il y a de la publicité aussi, pour faire connaître ces produits. Et c'est cet ensemble-là qui est en jeu dans ce que je comprends moi de produire en France. Ensuite, on peut se poser la question de qui on parle. Et là, je crois qu'il y a une rupture qui est importante pour ceux qui regardent les politiques économiques telles qu'elles ont été pratiquées depuis très longtemps et par des gouvernements de sensibilités très différentes. On l'a rappelé, la croissance en France, c'est la consommation. Donc très logiquement, toutes les mesures de politique économique ont été centrées sur la consommation. On adore critiquer la Commission européenne en disant c'est les rois du consommateur. Eh bien, nous, on a fait quand même des mesures qui ne vont que pour stimuler la demande, la consommation. Dernier exemple récent, la prime à la casse. On a un problème dans l'automobile, hop, on donne une prime à la casse pour tout acheteur d'automobile. Seul petit problème, les automobiles, elles n'étaient pas fabriquées en France, et donc on a transformé quelque chose qui était bénéficié en termes de commerce extérieur en un déficit qui plombe encore plus notre commerce extérieur. Là, il y a une rupture dans l'idée de produire en France, qui me semble importante, qui est on déplace le point du consommateur vers le producteur. Donc l'entreprise. On remet l'entreprise en quelque sorte au centre de la politique économique, et ça me paraît à la fois intéressant et réaliste. Dans cette approche-là aussi, quand on parle de produire en France et qu'on parle de l'entreprise, on va aller chercher des instruments qui vont être évidemment différents de ceux qu'on a eu l'habitude de considérer, avec des exigences. Parce que l'idée du protectionnisme, qui est finalement une idée qui est un mélange de l'approche consommateur et de l'approche producteur, une tentative de conciliation de cette contradiction. On veut tous à la fois acheter des pulls à 2 € et en même temps qu'il y ait des emplois dans le textile. Cette approche protectionniste, elle a un biais très important, au-delà de ce qui a été mentionné, qui pour nous est ce qu'on appelle les rentes. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites une protection, et il y en a plein dans nos économies, j'allais dire dans nos institutions même, quand vous avez une rente, toute la question est qu'est-ce que vous faites de cette rente? Le cas d'Armor Luxe est très intéressant parce qu'entre 1995 et 2005, les industries européennes du textile ont bénéficié d'une protection. Il était seulement autorisé d'importer 10 000 pulls, 25 000 t-shirts de tel et tel pays. Cette rente leur permettait de vendre plus cher que ce qu'aurait été leur prix de vente s'ils avaient été concurrencés par les Turcs, les Indiens et les autres producteurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cette rente? Et c'est là qu'il y a un problème de responsabilité collective. Dans la plupart des cas, la rente, elle a été partagée entre les acteurs. Les patrons en ont récupéré une partie, les syndicats en ont récupéré une partie en disant « Regardez, on ne licencie pas, on est super bon », et les salariés ont préservé quelques années d'emploi. Quand en 2005 arrive la fin de cette protection et l'invasion des producteurs, tout le monde hurle au scandale en disant « Le politique ne fait pas son travail, nous ne sommes pas protégés ». Et là, il y a, me semble-t-il, une véritable irresponsabilité qui est de pointer le rôle du politique, alors que dans l'intervalle, les entreprises, et pas toutes,
puisque certaines ont effectivement profité de cette rente pour investir, pour former des salariés, pour acheter des machines et pour être capable de faire ce que par exemple Armorlux fait. Donc si on pointe l'accent sur l'entreprise, évidemment, on souhaite la favoriser, mais en même temps être exigeant vis-à-vis d'elle. Parce que si on lui offre un certain nombre de choses, il faut qu'en retour, il y ait des bénéfices qui soient permis. Troisième point sur la production, de quoi on parle? De quel produit parle-t-on? Alors en France, on produit plein de choses. On ne le sait pas assez, mais on produit énormément de choses, peut-être même trop de choses. On produit des automobiles et des avions, des médicaments et des produits de luxe. Ça, tout le monde l'a en tête, c'est même la vision de l'industrie. Mais malheureusement, ce n'est pas l'essentiel des emplois et de l'activité industrielle. Presque la moitié de l'activité industrielle dans notre pays, c'est ce qu'on appelle les biens intermédiaires, les invisibles. Le ciment, le verre, les caoutchoucs, les plastiques, les composants électriques, les composants électroniques. Pourquoi je mentionne ça? C'est parce que quand on réfléchit aux produits, on a toujours tendance à penser que produits finaux. Voilà. Les machines à laver, les parasols, les fers à repasser, les automobiles. Or, aujourd'hui, la réalité du monde, puisqu'on est dans un monde qui est un monde ouvert, on peut dire que c'est bien, pas bien, mais c'est la réalité. Un tiers des salariés sont salariés de l'industrie, sont salariés d'entreprises à capitaux étrangers. On a effectivement les flux qui ont été mentionnés d'entrée et de sortie de capitaux qui sont très importants et sans lesquels nos entreprises n'arriveraient pas à trouver les financements nécessaires pour se développer. On est dans une réalité qui est celle d'une économie ouverte. Dans une économie ouverte, l'essentiel des échanges, ce ne sont plus les produits finis. Ce sont des éléments qui composent ensuite les produits finis. Donc quand on réfléchit à que devrait-on produire, il faut élargir la réflexion bien au-delà des produits finaux et se dire peut-être on ne produit pas d'iPhone, mais une start-up en France est actuellement en train d'essayer de mettre au point un film, donc un bien complémentaire, intermédiaire, un film qu'on placerait sur l'écran d'un ordinateur portable et qui, grâce à des cellules avec des nanotechnologies, permettrait de remplacer les batteries. Peut-être vaut-il mieux finalement ne pas produire de téléphone, mais produire ce film-là qui trouvera un marché absolument considérable. Donc je crois que quand on réfléchit aux produits, il vaut peut-être mieux avoir un produit intermédiaire qui se vend dans le monde entier qu'un produit franco-français qui se vend dans une niche de luxe, mais qui a le drapeau. Il ne faut aussi pas penser uniquement aux produits de haute technologie, c'est-à-dire aux produits qui demandent énormément d'efforts de R&D et d'innovation, parce que l'innovation, elle est aussi, par exemple, dans cette feuille, ou par exemple dans un tambour d'un certain type, dans une machine à laver, je ne cite pas les noms pour ne pas faire de pub pour les marques. Ce n'est pas de la très haute technologie, par contre, c'est une innovation. Je vais prendre un exemple qui est celui qui vous a été cité ce matin, qui est celui du parasol, avec beaucoup de respect, puisque Jean-Pierre Levade a été mon professeur, m'a initié à la comptabilité et la finance d'entreprise. Donc je prends cet exemple pour montrer les réflexions qu'il faut conduire. Faut-il produire ou ne pas produire des parasols en France? Alors on peut se poser la question, le parasol, par rapport peut-être aux demandes de vêtements pour les contrôleurs de la RATP, le parasol, on a une demande qui est une demande relativement uniforme. Il n'y a pas 50 000 types de parasols. Un parasol, c'est à peu près le même ici, sur les non moins belles plages des Pyrénées-Atlantiques ou dans les encore plus belles plages des criques bretonnes. C'est un modèle de parasol. Il n'y a pas énormément de variétés, il n'y a pas 50 000 technologies. Un tube, il y a une taille, voilà. La demande, on la connaît en gros. On peut varier un peu la forme du produit parasol. Les problèmes de logistique ne sont pas hyper considérables, ça ne change pas tous les... Il n'y a pas une demande de parasol qui surgit brutalement à un moment donné. Bref, et il n'y a pas non plus, je citerai un dernier point, hormis pour vraiment les utilisateurs très très incompétents, de grands risques de sécurité associés au parasol. J'ai choisi exprès ces trois aspects, la variété de la demande et des technologies pour produire, la question de la fréquence, la flexibilité nécessaire et de l'approvisionnement, et la question de la sécurité pour pointer comment, dans des produits, ces trois exigences peuvent distinguer des choses qu'on peut continuer à produire dans notre pays en utilisant ces différents points, et d'autres choses, et je pense que le produire en France, pour être rigoureux, il faut aussi être strict et bien cadrer les choses. Il serait faux de dire que nous pouvons tout produire en France. Bien sûr, nous pourrions, dans l'absolu, tout produire en France, mais nous n'y aurions pas intérêt. Il y a des choses pour lesquelles il vaut mieux qu'elles soient produites à l'étranger et que nous les achetions peu cher, pour que les ménages disposent de ressources pour acheter les biens et les services sur lesquels nous avons choisi de mettre le paquet, sur lesquels des emplois importants sont en jeu, des investissements sont réalisés, plutôt que de disperser les ressources. Mais il existe néanmoins ces trois facteurs
l'idée de jouer sur la variété des technologies et de la demande, l'idée de jouer sur la nécessaire ajustement et la flexibilité de la livraison, c'est le cas des renouvellements des équipements ou des vêtements, par exemple, des contrôleurs. Et dernier point, la sécurité. Et donc sur ces 3 points-là, vous avez, à mon sens, des pistes possibles de direction sur le produire en France. Sur le premier point, la variété de la demande et la variété des technologies, pour moi, c'est un enjeu essentiel. On parle beaucoup dans ces débats que j'ai entendus ici, mais aussi dans les débats qui se tiennent en France, on parle de l'existant. On parle de l'industrie d'aujourd'hui. On parle des produits d'aujourd'hui. Il faut, et on le sait, se projeter vers ce qu'on va faire demain. Il ne faut pas oublier ces industries, elles sont très importantes, il faut essayer de les défendre. Mais si on veut créer des nouveaux emplois, si on veut avoir de la croissance, parce que tous ces débats sur le produire renvoient à l'idée de la croissance, il faut aller chercher dans la suite. Et la suite, on la connaît, tout le monde la répète depuis des années, c'est la santé, l'environnement, l'énergie, le vieillissement des populations, les loisirs au sens large. Et ces domaines-là, ils ont une caractéristique formidable, c'est que là-dedans, il n'y a pas de norme unique iPhone pour le monde entier. Il existe des demandes beaucoup trop variées, des technologies beaucoup trop nombreuses, il peut y avoir coexistence de solutions. Donc nous avons notre place, c'est à nous de la construire. On ne se verra pas imposer une norme 4G chinoise pour tous les téléphones portables. Ça, on n'y peut rien. Leur norme fait que c'est le plus gros en taille qui impose sa norme aux autres. Ça a été longtemps les Américains, maintenant ça sera les Chinois. Pour le produit de masse standardisé, ça sera ça. Mais pour les autres, et en particulier tous ces domaines-là, il existe une variété de la demande et une variété des technologies, et c'est la combinaison des deux qui offre des solutions possibles. Sur la flexibilité logistique, c'est l'exemple de la RATP et d'Armor-Lux, il est que là, effectivement, la question, la valeur finalement proposée est moins dans le produit que dans le fait d'avoir le produit le bon jour avec la bonne qualité à l'instant donné. Et troisième aspect, sur la qualité au sens large, alors qui peut revêtir différentes formes, ça peut être une qualité réputation, ça peut être une qualité de type sécurité. Voilà. On produit toujours des disjoncteurs en France. Même si l'un de ses producteurs a déménagé la moitié de son directoire, va déménager la moitié de son directoire à Hong Kong, il continue à produire des disjoncteurs en France. Pourquoi ? Parce que le disjoncteur, quand même, c'est un élément un petit peu critique d'un équipement domestique, et donc on ne veut pas qu'il y ait absolument n'importe quoi. Là, c'est la frontière de sécurité. D'autres frontières, parfois, c'est uniquement des éléments de réputation. Et là, je termine là-dessus, ça nous renvoie aussi à une question, qui est une question essentielle, qui est que la production, ce n'est pas simplement une affaire d'outils de production, de coût du travail, de R&D et d'innovation. Bien sûr, il faut tout ça, je ne vais pas dire que c'est secondaire. Mais il faut aussi convaincre les gens d'acheter. Il faut convaincre les gens d'acheter. Et pour convaincre les gens d'acheter, bon, on peut dire... moi, je suis assez hostile à l'idée du label Made in France. Je pense que ça ne suffira pas en soi. Vous interrogez les gens, ils disent tous « Ah oui, si le produit est au même prix, bien sûr, on achète. S'il est un peu plus cher, ah non, pas du tout, on n'achète plus. » Donc, le label ne suffit pas. L'injonction nationale, à mon avis, ne suffit pas non plus. Par contre, ce qui peut inciter les gens à acheter, c'est un effort qui montre qu'il y a une réputation. Et là, il faut investir aussi dans les marques, dans la publicité. Alors bien sûr, ça fait grincer un petit peu, mais c'est quelque chose d'au moins aussi essentiel que l'innovation. Parce que ce sont les marques qui font la force du luxe. Ce n'est pas la qualité des produits en soi, c'est la marque, c'est ce qu'ils portent. Et de la même façon, c'est l'effort de réputation construit autour du temps qui fait que les voitures allemandes, aujourd'hui, faites des sondages chez les Français, vous avez les taux de retour sur les contrôles techniques qui sont identiques aux voitures françaises. Simplement, vous interrogez les gens, vous tous, on est prêt à payer 5 000 € de plus ou 10 000 € de plus pour une voiture allemande de même catégorie. Ça se construit autour du temps. C'est un effort d'investissement qui est au moins aussi prioritaire que celui dans la R&D et l'innovation pour être capable de produire en France. Et tout ça, ça nous ramène à l'idée d'investissement, qui est un enjeu central. Pour produire en France, comme on le dit, il faut investir. Pour investir, il faut que l'environnement de l'investissement, les incitations de l'investissement soient fortes, ce qui est une rupture à nouveau avec la priorité donnée à la croissance. Et cet investissement, il est multiforme. C'est un investissement évidemment dans l'appareil productif, qui, ne nous l'aurons pas, est en train de vieillir à une vitesse catastrophique et atteint un point de quasi-rupture. Dans beaucoup d'entités productives en France, on atteint aujourd'hui un seuil critique. Et l'effort nécessaire simplement pour mettre à niveau financier va être considérable, donc ça exige une priorité. Cet investissement, il est aussi immatériel, à la fois la R&D, ça tout le monde l'a en tête, mais aussi les marques et la commercialisation. Et puis c'est un investissement évidemment dans les hommes et les compétences. Et cette priorité d'investissement, c'est aussi un autre levier possible de croissance. On s'est dopé à la croissance, à la consommation par l'endettement en fait, pendant des années. Le commerce extérieur pourrait être un levier de croissance, mais ça va mettre du temps.
Les dépenses publiques sont, tout le monde en est conscient, limitées aujourd'hui. Et il y a un levier, et c'est là que ça résonne avec l'idée de produire en France, qui peut être un moteur de croissance, puisque c'est une des composantes de la croissance, c'est celui de l'investissement. Et c'est à mon avis l'un des enjeux principaux des débats et des propositions et des formulations que vous pourriez faire sur ce thème. Merci Gilles Leblanc. Vraiment, je crois que cette affaire